Chères auditrices et chers auditeurs bien vivants et à l'intellect originel, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Hiatus, le podcast qui vous fait voyager dans l'univers captivant de l'intelligence artificielle générative. Moi c'est Laura, votre animatrice pour vous servir, et je suis ravie d'accueillir sur le plateau celui qui, je l'espère, aura les réponses à toutes mes questions, même les plus bêtes, Gilles Guéraz. Alors Gilles est réalisateur et depuis le grand séisme IA qui secoue notre quotidien, il s'est spécialisé en IA générative, une expertise qui lui sert chaque jour dans son métier et qu'il partage avec le plus grand nombre dans sa newsletter intitulée Générative. Salut Gilles. Salut Laura. Ça va, t'as la forme ? Écoute, ça va très très bien, je suis ravi d'aborder un sujet qui m'est cher. Nous partons à la découverte de Midjourney. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette IA générative incroyablement puissante. Ce que j'ai compris moi, c'est qu'elle fabrique des images uniquement à partir d'indications de texte. Jamais la doudoune n'a été aussi en vue. Midjourney repousse les frontières du réel, remporte des concours d'art et, pardon pour l'expression, fait bander les propagateurs de fake news. En plus, ça tombe bien, une nouvelle version de Midjourney vient juste de sortir, c'est la 5.2, mais je suis sûre que Gilles nous en dira plus tout à l'heure. Allez, il est temps pour nous d'examiner de plus près son fonctionnement, mais aussi les opportunités et les menaces qu'elle représente. C'est parti, notre exploration commence maintenant. Intelligence artificielle. Générative. Hiatus. Alors si je résume, Midjourney, ça permet de fabriquer une image à partir d'un texte qu'on appelle un prompt. C'est ça, Gilles ? C'est exactement ça. C'est comme pour ChatGPT, tu rédiges un prompt qui commence par /imagine et ensuite tu vas décrire, de préférence en anglais, puisque Midjourney a été entraîné sur la langue anglaise majoritairement. Et ensuite tu vas lui décrire donc le contenu de l'image que tu souhaites voir. Tu vas commencer par le sujet, tu vois, si tu veux faire un portrait de quelqu'un, si tu veux faire un paysage, si tu veux faire une voiture, si tu veux faire un chien en train de voler ou qui marche sur la lune. Et ensuite tu vas décliner avec différents éléments qui vont être des éléments de style, de lumière, de cadre, de tout ce qui va être constitutif de ton image et qui va te donner le résultat final avec une part de hasard propre à tous les outils d'IA générative. Ça veut dire qu'à chaque prompt, il va te sortir 4 images différentes que tu vas pouvoir agrandir, tu vas pouvoir modifier jusqu'à ce que tu obtiennes l'image qui te convienne. D'accord, donc par exemple, je peux lui écrire « Cher Midjourney, aurais-tu l'amabilité de fabriquer l'image d'un chat qui se prend une baie vitrée ?» Je pense que tu peux zapper les formules de politesse. Il faut que tu lui rédiges ça dans un style très 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 télégraphique. Tu vois les styles de prompt de ChatGPT. Donc là, tu vas dire a cat running through a window. Je suis très impressionnée par ton niveau d'anglais. T'as vu ça un peu ? T'as checké l'accent ? Ouais, j'ai checké. Et du coup, c'est facile à utiliser. Je veux dire, pas pour toi, mais pour nous, communs des mortels, ou pour quelqu'un qui aurait aucun lien avec un métier lié à l'image ? Écoute, oui, c'est simple et ça s'apprend très 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 rapidement. La seule difficulté relative, c'est que ça s'utilise à travers un serveur Discord. Est-ce que tu connais Discord, Laura ? Écoute, je le connais de nom et dans mon souvenir, c'était quand même pas très ergonomique comme interface. Moi, j'utilise depuis maintenant 2 ans. Moi, je trouve ça assez simple en fait d'accès. Mais pourquoi tu peux pas accéder directement à Midjourney en fait ? C'est parce que le créateur de Midjourney, qui s'appelle David Holtz, a fait le choix de le déployer sur un serveur Discord pour créer une communauté et pour que les différents utilisateurs puissent voir ce que les autres font, ce qui crée au final une forme d'émulation créative et je pense qui est une partie intégrante du succès de Midjourney. Parce que lui, en fait, ce qu'il raconte en interview, c'est que quand il a fait ses premiers tests, il a dit aux gens, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quoi. Vraiment, vous pouvez tout imaginer. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils tapaient ? Ils tapaient un chien. Ils disaient, mais non, vous pouvez faire des trucs de malade et tout, allez-y, réessayez. Et les gens, ils tapaient un gros chien. Donc, du coup, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il fallait qu'il y ait cet aspect communautaire pour que les gens puissent en fait rebondir sur les images des autres et débrider un peu la créativité. Et lui, d'ailleurs, il décrit Midjourney comme un moteur pour l'imagination. Et je trouve cette définition assez intéressante. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne qui crée un compte sur Discord peut aller sur Midjourney, ou est-ce qu'après, une fois que tu es sur Discord, il faut payer pour aller sur Midjourney ? Alors oui, c'est payant. Alors ils ont eu une version gratuite pendant quelques mois.
Et lors de la photo virale du pape avec sa doudoune que tu as mentionné en introduction, il y a eu un afflux fantastique en fait, de personnes, ce qui fait que Midjourney maintenant est le serveur Discord où il y a le plus d'utilisateurs dans le monde. On est à 18 millions d'utilisateurs. À titre de comparaison, le Discord de GTA, c'est 500 000 utilisateurs. Tu vois, et celui de Roblox, je crois que c'est 900 000. Alors que Roblox, c'est quand même énorme aussi. Et c'est moins une question de nombre d'utilisateurs que de puissance de calcul nécessaire pour générer des images pour tout ce monde-là. C'est un coût élevé. Et donc, ils ont arrêté la version gratuite et maintenant, tu as 3 programmes différents. Tu as une formule à $10 par mois, une à 30 et une à $60, qui se différencient par des temps d'accès à des processeurs. Parce qu'en fait, c'est les processeurs qu'on appelle les GPU, qui sont les processeurs des cartes graphiques, qui sont utilisés pour les calculs de génération d'images. Avec l'abonnement à 10 € au mois, tu as droit à un peu plus de 3 heures de temps de GPU. En sachant que 4 images que tu vas générer avec un prompt, ça va te consommer environ 1 minute de GPU. Donc 3 heures, tu fais le calcul. Eh ben, ça fait 180 fois 4 images, ça commence à faire de l'image. Bravo Laura, c'est exactement ça. Donc, et j'ai fait un bac S. Hein. Ben voilà, ça se voit encore. Pour nous, ici sur Hiatus, on va se dire que la formule à $10, déjà, elle permet de bien s'amuser. Tout à fait. Mais il y aurait des versions gratuites pour ceux qui nous écoutent et qui, avant de s'engager sur un truc payant, voudraient tester le truc facilement. Tu as peut-être d'autres IA que Midjourney ? Oui, alors il y en a beaucoup d'autres. Toutes ne se valent pas. Il y en a qui sont pas terribles. Fais du name dropping, vas-y, balance. Tu veux que je balance ? N'allez pas sur... Écoute, il y a une sorte de copie de Midjourney qui fonctionne aussi sur un serveur Discord qui s'appelle Blue Willow. Et voilà, Blue Willow fait des images qui sont pas au niveau de Midjourney. DALL-E, dont on n'a pas encore parlé, qui est le générateur d'images d'OpenAI, donc la société qui a créé ChatGPT, donne des résultats que je qualifierais d'aléatoires, de pas toujours satisfaisants, sauf si tu cherches à faire un look assez particulier. Okay. Sur DALL-E, tu as un système de crédit aussi que tu peux acheter, mais tu peux commencer gratuitement aussi. Et sinon, l'alternative sérieuse que je recommanderais, c'est leonardo.ai, auquel tu accèdes via une interface web qui est plutôt ergonomique. Et les résultats sont super qualitatifs. Bah écoute, c'est bien noté. Une petite question, la dernière, sur vraiment l'utilisation technique, le fonctionnement de Midjourney. On a parlé en intro du fait qu'il y avait une nouvelle version qui venait de sortir là, hier, je crois, 5.2. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus que 5.1 ? Excellente question, Laura, puisque j'en parle aujourd'hui même dans la dernière édition de ma newsletter, qu'on mettra en lien dans la description du podcast. Il y a des nouveautés, alors qui sont pas transcendantes, c'est pour ça que ça s'appelle la 5.2 et pas la 6. On a une fonction que je trouve pour le coup hyper intéressante qui s'appelle Zoom Out, qui permet de faire ce qu'on appelle du out painting. Est-ce que tu vois ce que c'est, Laura ? Est-ce que c'est le fait de créer un décor en dézoomant et en regardant ce qui se passe du coup plus largement que ce qu'on voit dans l'image initiale ? C'est exactement ça, en fait. C'est une fonctionnalité qui existait d'abord initialement sur DALL-E. Il n'y a pas un petit truc de la laitière, justement, qui a été développé, qui a fait un énorme buzz là-dessus ? Tout à fait. Il y a une pub Nestlé, la laitière, qui est sortie là-dessus et qui a fait du buzz. C'est une fonctionnalité qui est apparue il y a 15 jours sur la version bêta de Photoshop et qui fonctionne extrêmement bien. C'est magique. Moi, j'adore ça. Ça marche très, très, très bien. Et c'est enfin arrivé dans Midjourney, et donc par un simple clic sur le bouton Zoom Out, on peut agrandir l'image en fait en générant des éléments additionnels dans notre décor. Donc pour ceux qui ne travaillent pas dans l'image, qui nous écoutent, en gros, si on a placé un personnage dans une bibliothèque, par exemple, mais qu'on voit peu la bibliothèque qui est derrière, on peut tout d'un coup voir une bibliothèque gigantesque, ça va générer en fait ce qu'on ne verrait pas dans cette image, c'est-à-dire toute la profondeur du décor, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on peut imaginer une caméra qui recule, qui fait un travelling arrière, ou alors même un drone qui commence très très près du sujet et qui s'envole et qui part et qui part et qui part. Donc on peut imaginer peut-être un gros plan visage sur un personnage, et puis après en fait on recule, là on voit le décor, on voit une plage, une île, l'océan. Et la Terre, en fait c'est Google Earth quoi. C'est un peu ça. Et la troisième nouveauté, c'est une commande hyper intéressante qui s'appelle Shorten,
Ça permet d'analyser ton prompt et de t'indiquer les mots-clés que Midjourney va prendre en priorité et ceux qui seront superflus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mieux comprendre le fonctionnement de Midjourney et donc de progresser dans sa maîtrise de l'outil. Super. Écoute, merci pour toutes ces indications très techniques et fonctionnelles. Alors, il est temps maintenant de parler un peu des sujets qui fâchent, parce qu'on aime bien parler de ça dans Hiatus. Parlons-en. Alors, quand il s'agit de Midjourney ou de ses équivalents, il y en a beaucoup, des sujets qui fâchent. Le premier, on l'a déjà évoqué dans l'épisode sur ChatGPT, mais c'est la question de la propriété intellectuelle. Qui détient les droits d'auteur sur les œuvres qui sont générées par ces IA et comment on attribue correctement une paternité sur quelque chose qui est généré comme ça par une IA? On est sur ce paradoxe où, d'un côté, Midjourney nous donne l'autorisation de commercialiser les images créées avec l'outil. Et d'un autre, on sait maintenant que Midjourney a été entraîné sur des images qui n'étaient pas libres de droit et pour lesquelles les artistes n'ont pas du tout été rémunérés. Donc on est toujours dans cette zone grise sur laquelle il va falloir finir par poser un cadre légal et trouver un moyen équitable de faire de la génération d'images sans voler les artistes. Et on a aussi une autre question qui est soulevée, c'est celle de la manipulation, de la désinformation. On l'a vu avec tous ces visuels qui ont circulé massivement sur les réseaux. Donc je ne vais pas te demander comment on va lutter contre, puisqu'il y a suffisamment de gens qui planchent sur la question. Par contre, j'aimerais savoir si tu as quelques trucs et astuces, peut-être, à nous communiquer sur comment on peut, nous, à notre échelle, essayer de repérer si une image est réelle ou générée par une IA. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que j'en ai de moins en moins des astuces. Parce que jusqu'à récemment, lorsqu'on zoomait, typiquement sur un visage, donc généré par une IA, on voyait que la pupille de l'œil n'était pas vraiment ronde, ou alors il suffisait de compter les doigts. Et quand il y en avait 6 ou 7, voilà, on pouvait avoir quelques doutes légitimes. Mais ce genre de défaut est en train d'être largement corrigé. Et je pense que pour faire la différence, il va falloir vraiment faire ce qu'on appelle du pixel peeping. Tu sais, quand tu zoomes très très fort sur une image et que tu vois que la texture de peau n'est pas tout à fait naturelle, ce genre de choses-là. Mais ce que je suis en train de dire là, ce sera obsolète d'ici quelques semaines, je pense. Les progrès sont tellement rapides que je pense qu'on va arriver rapidement et sans doute dans le courant de l'année à une étape où on ne pourra plus distinguer les vraies images des fausses. Bon, donc on n'a plus d'autre choix que de légiférer, c'est ça en fait. J'ai vu passer une proposition que je trouve hyper intéressante qui est de taguer les images générées par des IA avec une sorte de petite balise numérique qui ferait qu'elles soient identifiables. Mais après, je pense que comme toute forme de système restrictif, ça peut être forcément contourné. Et je pense qu'on ne sera pas à l'abri de deepfakes qui seront de plus en plus performants. Ouais. J'ai vu passer là, dans les news cette semaine que le Parlement européen vient d'adopter un premier projet de régulation à l'échelle européenne qui toucherait en particulier les IA à usage général, donc typiquement Midjourney mais aussi ChatGPT. Le fait que nous on légifère en Europe, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Les US, la Chine, ça légifère aussi là-bas? On dit souvent qu'on est à la bourre à force de légiférer surtout. Les autres vont continuer à avancer sans nous ou eux aussi ils se posent ces questions? Est-ce que tu sais? Ce sont des questions que tout le monde se pose. Mais la complexité, c'est qu'il y a des enjeux aussi de course à la maîtrise des outils d'IA et qui font que d'un côté, on a des gens qui légifèrent et qui posent des cadres restrictifs, qui posent des cadres réglementaires, comme l'Europe et comme les USA aussi sont aussi en train de le faire. Et d'un autre, tu as par exemple le Japon qui autorise tout. Et peut-être que cette décision, elle vient du fait qu'il constate un certain retard technologique dans le domaine de l'IA, et qu'en autorisant tout, c'est aussi une manière pour eux d'encourager les développements, d'encourager la création sans aucune restriction, et peut-être de rattraper un retard avec des enjeux économiques forts pour l'avenir. Alors j'ai une dernière question pour toi, Gilles, sur l'emploi, qui est aussi évidemment un des sujets très importants soulevés par Midjourney. On sait que Midjourney peut impacter, voire complètement bouleverser certaines professions créatives, les photographes, les graphistes. Est-ce que ces professions vont pouvoir s'adapter à l'utilisation des IA et est-ce que finalement ça revient à ce qu'on a dit dans un des précédents épisodes, ceux qui nous voleront nos métiers, c'est pas l'IA, c'est ceux qui savent s'en servir?
Écoute, oui, je pense qu'on est toujours sur ce type de constat-là. Je pense que les IA génératives, il faut les considérer comme des outils qui vont permettre aux créateurs de produire plus, de produire mieux, donc de produire différemment. Il y a forcément des métiers qui vont être impactés, mais ce qui a été le cas, je pense, avec l'arrivée de Photoshop, avec l'arrivée de la photographie, donc à une époque où il y avait beaucoup de peinture, de gravure. Je pense notamment au domaine publicitaire où les pubs du début du XXe siècle, c'est souvent des dessins. Et les gens, en fait, à l'époque, ont été totalement terrifiés par l'arrivée de la photographie. Je dirais que la seule différence, c'est qu'avec l'IA générative, on sait qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais on ne sait pas s'il y aura autant de métiers qui vont être créés pour contrebalancer ça. Donc je pense qu'il y a une réflexion en fait à mener qui appartient autant aux individus qu'aux différents gouvernements pour essayer de trouver des solutions qui soient équitables pour le plus grand nombre. Merci Gilles. Merci à toi Laura. C'est la fin de ce 3e épisode de Hiatus. Ton regard éclairé sur ces questions compliquées, personnellement, ça me fait y voir un peu plus clair et je sais que je ne suis pas la seule. Alors, est-ce que tu veux nous dire de quelle IA on va parler dans l'épisode 4 ? Je pense qu'on parlera de plusieurs IA génératives qui sont en lien avec notre métier. Notre métier de réalisateur, tu veux dire ? Tout à fait, Laura. J'ai hâte, merci. Alors, à vous qui nous écoutez, si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochaines sorties et surtout de parler de ce podcast autour de vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire et des petites étoiles pour faire tourner les algorithmes. Vous savez combien c'est important maintenant. Merci à vous et en hommage à nos potentiels auditeurs québécois, je vous dis à tout bientôt. Hiatus.